Du coup, bonjour à tous et bienvenue à cette dernière session de la journée. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. On a eu beaucoup d'informations, mais comme on a dit juste avant, c'est du low-code, ça va vite, hein, c'est rapide. Donc on va passer vite à l'apéro après, ne vous inquiétez pas. Alors, je me présente rapidement, je suis Loïc Simon, je travaille chez Sogeti à Strasbourg. Ça fait plaisir d'être ici à la maison un peu pour faire une conférence. Je suis expert Power Platform, donc la plateforme low-code de Microsoft. Alors forcément, je vais avec une session low-code, très orientée sur la plateforme Microsoft bien sûr, mais ça reste une des meilleures quand même. Vous retrouvez ici l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je partage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Donc le thème de la session aujourd'hui, c'est est-ce que le concept de développeur low-code, c'est une hérésie ou l'avenir? Vous imaginez bien que la session est un peu biaisée. Hein, Avant de rentrer dans le débat, je voudrais vous remercier déjà le MTG de Strasbourg et l'ensemble des sponsors pour avoir organisé cet événement. Et donc, j'ai eu l'idée de cette session-là parce que quand j'ai commencé à travailler avec la Power Platform, les premiers réflexes des personnes avec qui je discutais me disaient « Ah mais c'est du low-code, c'est pas pour moi. C'est pas pour les développeurs, ça sert à rien, ça c'est du clic-clic, on va faire ça, c'est bon, il y a des gens qui n'ont pas de background technique, ils vont faire ça très bien et les autres, on va rester sur des choses un peu plus avancées, du AKS et compagnie, tout ce qu'on a vu juste avant, quoi. Voilà. Et du coup, ça a posé la question parce qu'au final, dans tout ce qu'on a montré, ou encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup cette idée de comment simplifier la vie aux développeurs. Et ben, on va retrouver exactement cette même sensibilité dans le low-code, à différents niveaux, mais on va aussi la voir. Et on va voir aussi qu'il y a différents avantages aussi à avoir un background de développeur. Donc avant de rentrer dans le pourquoi, pour moi c'est l'avenir, j'aimerais avoir votre avis. Déjà, qui a déjà entendu parler du low-code et de la Power Platform? Déjà, ça c'est un sacré progrès parce que ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc ok, très bien entendu parler de la Power Platform, c'est bien. Et d'après vous, est-ce que c'est compatible du coup? Est-ce que c'est l'avenir? Qui c'est qui pense que c'est l'avenir? Ah là, il y a la moitié. Et du coup, tous les autres, ils disent que développeur low-code, ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est pas compatible. C'est bien ça? On va dire, il y a une troisième voie. Quelle est la troisième du coup? Low-code, c'est très bien pour certains besoins, mais c'est pas pour du développement complexe, métier, ce genre de choses. Ça peut être pour faire des petits sympas. Mais... Très intéressant. Alors, il y a sûrement le début, je suis tout à fait d'accord avec toi, le début, il faut faire attention aux besoins. Par contre, sur la complexité, c'est un des mythes de la Power Platform, on peut aller très loin. Juste pour vous donner une idée, qui a entendu parler de Dynamics 365? Voilà, c'est une Power Platform, c'est une Power Apps. Et pourtant, c'est très complexe. Alors effectivement, il y a beaucoup de customisation, il y a beaucoup de plugins avec du vrai code derrière, mais ça reste basé sur la Power Platform. Donc là, c'est effectivement un des mythes que j'entends beaucoup, c'est que le low-code, c'est pour des petits besoins. Certaines plateformes vont répondre à des petits besoins. On va pouvoir aller beaucoup plus loin en fonction de notre background justement. Avant de pouvoir revenir du coup sur certaines définitions, alors j'ai demandé à mon meilleur dictionnaire, ChatGPT, de me sortir deux définitions très simples, claires pour un lycéen de ce qu'est un développeur et ce qu'est le low-code. Ce qui m'a sorti, je trouvais ça plutôt marrant, donc je vous l'ai mis. Donc le développeur, c'est quelqu'un qui construit des logiciels, jusque-là on n'a pas de souci, et qui va utiliser des langages de programmation. Là-dessus, on est plutôt de manière générale assez OK. Le low-code, lui, il définit ça comme une manière de construire des applications. Donc on retrouve la notion de construction d'application qu'on a dans le développeur, mais avec des briques qui seraient déjà présentes. Et là, il donne l'image des Lego. Donc on va utiliser des briques qui sont déjà là pour concevoir des applications et justement accélérer son développement. Donc on voit que si on se réfère simplement à la définition du terme low-code et la définition du terme développeur, il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas deux concepts qui sont complètement opposés. Il y a des parties qui se recouvrent. J'ai bien dit des parties. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. La session va être, si vous voulez m'interrompre tout le temps, j'adore ça. Alors du coup, dans la première définition, je trouve que ça manque de la notion de méthodologie. Quand on conçoit des logiciels, on a une méthodologie qui n'apparaît pas et tant que je ne la verrai pas dans le low-code… Très bien, j'ai plein de choses à te montrer juste après.
Alors, j'adapterai en plus, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour illustrer un peu ça, ce concept de développeur low-code, j'ai pas mieux que mon parcours. Du coup, je suis né un premier... Non, je ne vais pas aller aussi loin. J'ai commencé mon parcours professionnel il y a 10 ans maintenant. Ça commence à faire mal, ça fait 10 ans, ouais. En tant que développeur .NET. Donc, je suis rentré dans le groupe Capgemini, je sortais des études, j'ai fait la MIAGE, j'avais DUT informatique, puis MIAGE informatique. J'y suis rentré en faisant du .NET avec du Silverlight, du SSRS, toutes ces choses qui sont assez vieilles maintenant, qui étaient déjà quand moi je l'ai commencé. Mais toutes ces belles technologies qui vont plus coller à une vision classique de ce qu'est le développeur. Donc j'ai fait mon parcours et petit à petit, en 2014, j'étais embauché en tant que consultant .NET. J'ai monté un peu les échelons pour devenir tech lead sur l'équipe .NET sur laquelle je travaillais. Et petit à petit, comme ça, je montais en compétence sur le .NET. Et c'était en 2019 que j'ai eu une opportunité de travailler sur la Power Platform. Donc c'est complètement involontaire, hein, je ne vous le cache pas. J'étais en intercontrat. On m'a dit, tiens, il y a une opportunité là, tout ce qu'on me proposait avant, j'avais dit, comme toutes les ESN, je fais du .NET, on m'a dit, ah tiens, regarde, il y a ce truc-là en Java. Bah ouais, mais je fais du .NET. Donc, il y avait toutes ces problématiques-là. Donc, on m'a proposé cet entretien, j'ai été à l'entretien. Et c'est là où le client m'a proposé, m'a lui-même démontré, proposé d'utiliser la Power Platform avec sa vision. J'ai pas eu le discours de Microsoft, c'est peut-être ça aussi qui a fait. J'ai pas eu le discours de Microsoft. J'ai eu la vision du client pour me dire voilà ce que nous on essaye de faire avec cette Power Platform. On a besoin de quelqu'un qui soit un couteau suisse. Le job c'était ça, c'est quelqu'un qui ait la tête bien faite et qui sache se débrouiller avec cette plateforme-là que personne ne connaissait. On est en 2019. Aujourd'hui la Power Platform, on en entend parler mais il y a toujours des hommes d'ombre. Il y a 4 ans, la Power Platform, personne n'entendait parler. Donc, alors même Power Apps, moi j'avais cherché un peu avant d'aller voir le client quand même. Même Power Apps, j'avais pas trop compris ce que c'était. Donc, mais le client va me convaincre et effectivement, pour être honnête, ça a été la meilleure opportunité de ma carrière. Depuis, ma carrière s'est complètement envolée parce que j'ai eu la chance de prendre le wagon avant tout le monde du coup. Et grâce à ce client-là, j'ai eu l'opportunité de découvrir ce qu'était le low-code de la plus petite brique où je crée justement une petite application très simple jusqu'à comment je mets en place une plateforme de développement low-code dans une entreprise de 150 000 employés. Donc forcément, les problématiques ne sont pas les mêmes. Avec justement toutes les problématiques, les problématiques de gouvernance, de sécurité, comment je fais en sorte que les gens qui vont créer des applications dessus aient le bon niveau d'information et le bon cadre aussi, parce que si n'importe qui crée des applications, comment on s'assure que ce qui est créé est cohérent par rapport aux contraintes de l'entreprise, parce que l'entreprise a des contraintes, les utilisateurs veulent faire des choses, l'entreprise a des contraintes légales, de sécurité et compagnie. Et moi, en gros, je suis un peu au milieu pour essayer d'ajuster les deux, faire en sorte que les deux bouts se retrouvent et qu'on puisse tirer le plus de la Power Platform. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à monter en expérience jusqu'à devenir l'année dernière MVP sur cette technologie et utiliser toutes les briques de Microsoft. Mais là, on voit aussi, pour continuer sur la notion que tu disais avant, où en fonction du niveau de complexité, on va toucher différentes choses. Quand j'ai commencé mon parcours avec la Power Platform, j'utilisais que la Power Platform. Power Apps, Power Automate, je reviendrai juste après pour resituer un peu ce qu'est la Power Platform. Mais on voit au fur et à mesure que plus on va grandir dans les use cases, plus on va aller profond dans l'utilisation de la Power Platform, plus on va se dire, c'est très bien ça, mais il y a aussi des interdépendances avec d'autres systèmes des stacks Microsoft. Moi, aujourd'hui, mon métier est de passer la plupart de mon temps dans Azure, dans des scripts PowerShell et dans des reports et aussi un peu trucs de Power Platform, mais c'est principalement ça. Comment je déploie mes applications plus rapidement? Comment j'automatise tout le provisioning que j'ai envie de faire sur la Power Platform? Comment je fais en sorte que les personnes qui viennent, que j'allège le travail de mes équipes parce que y a de plus en plus de monde qui l'utilise et donc de plus en plus de demandes pour mon équipe. Donc il y a toute cette problématique-là à prendre en compte. Donc je vous ai dit, je resitue un peu la Power Platform. Donc ça, c'est la slide classique pour présenter la Power Platform. Ça se présente en 5 outils principaux. Power BI, que en général tout le monde connaît, visualisation de données. Donc en fait, l'idée de la Power Platform, ça a vraiment été de reproduire la philosophie de Power BI, c'est-à-dire que il y a un moment, les métiers n'arrêtaient pas de demander des reports aux IT. Les IT disaient j'ai pas le temps, et donc ça coinçait.
Donc les IT au bout d'un moment, ils disent tenez, prenez cet outil-là, mettez l'outil Power BI dans les mains des métiers, et les métiers faisaient leur report avec de la formation, avec tout ce qui va bien autour. Mais la tendance s'inversait un peu comme ça. Et cette philosophie-là a été répliquée sur les autres outils de la Power Platform, à savoir Power Apps, qui va être la création d'applications, qui peut être des applications très simples, je te l'accorde, un petit formulaire sur le téléphone, quoi que ce soit comme ça, comme Dynamics 365, qui est aussi une Power Apps. On va pouvoir aussi faire tout ce qui est automatisation avec Power Automate. Power Automate, c'est des automatisations du style je reçois un email, automatiquement je vais déclencher un flow, c'est l'ancien nom de Power Automate, donc ça s'appelle un flow, qui va récupérer ma pièce jointe par exemple, la mettre dans du OneDrive, mettre une tâche dans mon planner ou même aller dans d'autres systèmes on-premise et compagnie pour aller faire des interactions comme ça. Power Virtual Agent, c'est tout ce qui est chatbot, avec derrière le Cognitive Services et compagnie. Donc c'est les nouvelles expériences d'interaction avec un système en langage naturel. Et Power Pages, un outil dernier qui va être tout sur la construction de sites web, avec notamment une ouverture sur le monde extérieur de l'entreprise. Parce que la Power Platform est quand même principalement, je dis bien principalement, il y a des nuances, mais orientée sur les utilisateurs internes à l'entreprise. Donc ça, c'est les 5 grandes briques, et vont s'appuyer sur un certain nombre de concepts. Un des concepts les plus intéressants pour moi, c'est le concept de connecteur. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Un connecteur, c'est jamais plus qu'un wrapper pour un service tiers, une base de données. Tout ce que vous avez sur Internet qui a une API, on va le wrapper dans un connecteur. L'avantage de ça, c'est qu'avant même d'avoir commencé, je peux déjà, avant d'avoir codé quoi que ce soit, je peux m'intégrer avec toute la suite Office 365, je peux aller lire mes mails, j'ai rien codé, je peux aller lire mes mails. Je peux aller lire toutes les personnes qu'il y a dans l'Active Directory, j'ai rien touché, c'est déjà là. Je peux aller me connecter à tout SharePoint sans avoir à créer comment je fais ma connexion et compagnie. Dataverse, c'est pareil, Dataverse c'est la notion d'après, qui est tout ce qui est service de données, stockage de données. Comment je me connecte. J'ai pas besoin d'avoir moi je faisais du Entity Framework il y a très longtemps, ce genre de choses. Tout ça, c'est déjà là. J'ai juste à dire, moi je veux cette table-là et voilà la requête que je veux faire. Et automatiquement, c'est déjà présent. Et donc là, c'est tous des services Microsoft, mais il y en a bien d'autres. 1000, Microsoft en a beaucoup, mais il y a quand même d'autres qui sont ouverts. Tout ce qui est SAP, Salesforce, ServiceNow, Facebook, Twitter, enfin toutes ces choses-là. Tout ce qui a une API peut être un connecteur, pour être simple. S'il n'existe pas en natif, vous pouvez le créer. Voilà, tout simplement, pour pallier le petit gap qu'il y avait, on peut le créer. Donc, je vais revenir aussi sur Dataverse. Alors, je reviendrai plus en détail après sur le Dataverse, mais c'est vraiment pas une base de données, mais un service de données. On fait du stockage, mais aussi plein d'autres choses. Je reviendrai en détail dessus. Et après, on a des notions comme AI Builder. On va mettre de l'intelligence artificielle de manière native à travers toutes les applis, dans toutes les autres briques. Donc ça, c'est super intéressant et de manière complètement intuitive. Avant moi, l'IA, c'était quelque chose qui était un peu obscur. Alors cette année, là, ça explose, donc ça devient un peu plus accessible pour tout le monde. Mais il y a encore 1 an ou 2 ans, l'IA, si on n'était pas dedans, ça restait compliqué. Là, avec AI Builder, je donne mon formulaire, je dis voilà, ça c'est méchant, ça c'est méchant, ça c'est méchant. Je les tag sur une vingtaine de fichiers et après ça fonctionne, quoi. Alors, j'ai mis sur la reconnaissance de formulaire, mais ça marche avec l'analyse de sentiments, ça marche avec l'extraction d'entités, ce genre de choses aussi. Il y a des modèles qui sont préfaits et bien sûr, je peux ajouter aussi mes propres modèles. PowerFX qui est le langage, et après ça vient avec une tonne d'outils pour monitorer et manager la plateforme de manière générale. Donc vraiment, là, on peut le pressentir un peu dans le nom, c'est une plateforme, c'est vraiment une plateforme de développement qui va mettre un certain nombre d'outils qui vont être à la fois du no-code. AI Builder, par exemple, c'est complètement du no-code. Qui va être du low-code, dès qu'on va devoir écrire un peu des choses. Dans Power Apps, on a une partie qui va être du low-code, où là, je vais commencer à écrire des formules avec du PowerFX, notamment. Je vous montrerai après à quoi ressemble le PowerFX. Et après, du code first. Parce qu'on peut aussi faire des plugins, on peut écrire du JavaScript dans des applications. Enfin, il y a tout un tas de choses aussi qui est intéressant, où là on a besoin de code, vraiment de code dessus. Alors, je vous passe le fait que Microsoft c'est la meilleure plateforme selon Gartner. Pour vous visualiser un petit peu ce que c'est. Alors je ne vais pas vous refaire toutes les briques, c'est juste ceux que moi j'utilise le plus. Donc là Power BI, donc Report, ça vous avez l'habitude de voir. Glisser, déposer, c'est super facile, c'est super simple.
au début, et après quand on veut creuser, dès qu'on va rentrer dans des formules DAX et compagnie, on se casse la tête et on se dit bah oui, il faut quand même avoir un peu de background technique. Voilà. Et la même chose sur Power Apps. À la base, moi j'aime bien le résumer de manière très grossière. Vous prenez du PowerPoint, des formules Excel, vous avez Power Apps. Mais ça, c'est ultra limitant. Je ne vous le cache pas. C'est juste pour qu'on puisse se dire un peu voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a l'éditeur en fait qui est ici. Dans la partie centrale, on a l'application telle quelle et je vais pouvoir glisser, déposer mes composants et mettre mes formules. On reconnaît en haut la barre de formule Excel assez classique. Hein. Alors comme ça donne envie. Hein. Là, on se dit bien sûr, le développeur low code, là, il a raison. Hein. Là, c'est l'avenir. Je vous montre après qu'on peut aller plus loin. Pour Automate, où là c'est très visuel, donc en fait vous avez tous fait des schémas d'activité par exemple, sûrement. Comment? Exactement, ce genre de choses. Et c'est quasiment ça, sauf que là on va au lieu de juste le dessiner et après l'implémenter, et ça s'exécute comme ça. Donc on a le point d'entrée qui est tout en haut, qui est le trigger, qui dans ce cas-là qui va se déclencher quand il y a un fichier qui est créé automatiquement dans SharePoint. Donc ça, c'est quelque chose qui est natif. Hein. Je n'ai pas besoin de coder toute la logique pour dire je vais déclencher je vais me connecter à mon SharePoint, vérifier qu'il y a un fichier qui arrive et envoyer un signal. J'ai juste à utiliser cette action-là et tout est là pour moi. Après, je vais taper dans l'Azure Directory et je vais lancer un approval et faire un certain nombre de choses derrière. Donc c'est quand même un outil qui est très puissant pour des automatisations. C'est vraiment intéressant. Il y a toute une partie RPA aussi, que je ne mentionne pas, mais qui est aussi là présente pour automatiser des systèmes qui vont être soit trop anciens parce qu'ils n'ont pas d'API, soit ou parce que c'est trop coûteux, ou parce que les gens n'ont pas la connaissance pour, donc il y en a qui aiment bien faire juste des RPA. Donc là, je reviens sur le Dataverse parce que le Dataverse, on commence à toucher déjà les limites de développeurs. Il y a la partie très simple, stockage de données. Je crée une table, j'ajoute des colonnes. On a un certain nombre de types qui vont être prédéfinis pour nous, hein, tous les types SQL, mais bien plus. Je vais pouvoir définir une colonne de type personne, une colonne, je vais pouvoir faire une liaison vers une autre table, ce genre de choses. Définir une colonne de type mail, ce genre de choses, où on va avoir des vérifications derrière le type qui sont déjà là pour nous. Donc je vais pouvoir faire ma structure de données. Alors si on veut vraiment creuser derrière, hein, la couche derrière, c'est jamais que toute la stack Azure hein, avec tous des services SQL derrière, mais tout ça est caché, enrobé dans l'interface Power Apps pour le faire faire en no-code. La création de table, c'est vraiment du no-code. Mais dessus, on va avoir aussi tout un tas de services qui va permettre de gérer toute la sécurité. Notamment, qui a accès aux données que je suis en train de créer. Et je vais pouvoir gérer cette sécurité-là de manière très très fine. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller jusqu'à tel utilisateur a le droit de voir cette ligne, mais pas cette colonne. Donc je vais pouvoir le gérer comme ça. Donc vraiment avec des profils, en faisant des hiérarchies, pour reprendre mon organisation. Enfin, il y a vraiment des possibilités au niveau sécurité qui est assez avancé. Et on va avoir aussi toute la possibilité après de mettre à côté des données tout ce qui va être de la logique métier, des règles business, des règles aussi pour détecter tout ce qui est doublon en automatique, ce genre de choses, là qui est encore une fois qui est là et qui reste juste à activer et à paramétrer. Et si on va aller plus loin, après on a toute une intégration avec la stack Azure, donc ça c'est la dernière couche, avec tout ce qui est Data Lake, Webbook et compagnie, tout ça là on va pouvoir aller encore étendre un peu plus la plateforme avec ces choses-là. Donc vraiment le Dataverse c'est le cœur de la plateforme et déjà là, on pressent que dans tous ces outils-là, on a quand même un certain nombre de choses où le commun des mortels, il ne va pas comprendre ce que c'est. Il y a des gens, des métiers, on leur dit bah tiens, exporte tes données dans le Data Lake, ils me disent c'est quoi le Data Lake? Ce genre de choses. Déjà créer une table, déjà faire un modèle relationnel, des fois dire ouais, moi je te fais un fichier Excel tout à plat, avec toutes les données dupliquées et compagnie. Mais bon là on va déjà un peu plus loin. Et on voit déjà que les services qui sont fournis sont quand même bien plus avancés. J'avais parlé aussi de PowerFX, donc la fameuse barre de formule Excel. On a un exemple ici. Donc la fonction en haut Notify, ça passe simplement afficher un petit bandeau sur votre application avec la Hello World et vous pouvez en plus rajouter un autre paramètre pour mettre la couleur. Est-ce que c'est un warning? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est une erreur? Et donc en fonction de ça, la couleur va changer. Donc vous avez un exemple ici de formule. Donc on voit quand même que dans cette syntaxe-là, on est sur un vrai langage de programmation. On retrouve des conditions, on retrouve des fonctions.
Voilà, l'exemple là, il y a une condition if, on va checker si un formulaire il est valide ou non, et après on va soumettre le formulaire et on va notifier, ou alors on va notifier que le formulaire il n'est pas valide parce que tous les champs n'ont pas été compris. Donc là, on revient sur la notion de la définition de développeur. On a parlé de langage de développement, on en a un, et on est dans du low-code. Donc là, on se rapproche encore un peu plus de développeur low-code. Ça, ce genre de choses, les personnes qui n'ont pas de connaissances techniques vont faire des petites choses. Mais nous, développeurs, avec tout le background technique et la connaissance des autres langages, moi, il m'a fallu 2 semaines à comprendre comment ça fonctionnait. Parce que j'avais les réflexes à me dire, bah tiens, en .NET, je sais qu'il y a cette fonction-là, bah tiens, je vais aller checker dans la doc, est-ce que cette fonction-là, elle existe? Ah oui, elle existe, ok, bah je vais utiliser comme ça, là, elle s'appelle comme ça, plutôt comme ça. Après, c'est sûr qu'on est sur du langage low-code, il y a des choses qui manquent, mais la plateforme est quand même assez jeune et elle grandit très très vite jour après jour. Et donc, il y a des choses. Et après, il y a toute une architecture qui est là en place pour vous, qui est à appréhender, et qui, avec votre connaissance, avec votre background de développeur, sera beaucoup plus facilement appréhendable que quelqu'un qui vient des métiers, qui n'a pas ce côté vraiment développeur, quoi. Aller chercher le bon outil au bon endroit, comprendre comment ça fonctionne, assembler tout ça, et bah, tout ça, c'est la conception logicielle de base, c'est aussi présent ici. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit exemple un peu plus... je crois que si j'ai appris de la dernière session, il faut enlever le mode présentateur. Voilà. Donc ici, vous avez une application Power Apps. Alors le but, c'est pas de vous montrer comment l'application fonctionne, c'est de vous montrer juste certaines parties, parce qu'on verra qu'il y a des choses un peu sympas. Pour vous donner un peu de contexte quand même, ça s'appelle Power Basket. Donc l'idée, c'est de dire, moi je fais du basket à Strasbourg, à la SS, un gros club. On a des feuilles de match après chaque match qui sont assez illisibles pour être honnête, où il y a tout le détail de ce qui s'est passé, tous les faits de jeu en fait, qui a marqué quand, 2 points, 3 points, qui a fait des fautes, ce genre de choses. On a tout ce détail là, et nous à un moment on avait un petit jeu, c'est de dire bah ouais, on aimerait bien faire un peu de stats là-dessus, voir un peu qui a les bonnes stats sur la saison. Donc je me suis dit bah cool, je vais tester à uBuilder justement pour faire l'analyse de formulaire, et je vais créer une application comme ça. Donc ici, je suis dans l'éditeur. J'ouvre un match, c'est un match que j'ai déjà saisi, mais en fait l'idée là, c'est que ici j'ai mon côté Form Analyzer, donc il faudrait que je lui donne une photo de ma feuille de match, et automatiquement il va l'analyser et me sortir, en fait, il va me répondre lui sous son propre format, dire voilà tous les champs que j'ai trouvés. Okay, donc une fois qu'il m'a listé tous ces champs, c'est un espèce de JSON, chaque champ que j'avais tagué en amont dans mon modèle, par exemple si on prend le nom du championnat, il va me dire bah voilà, le nom du championnat il est à tel endroit, à telle position dans le document, voilà ma confiance par rapport à ce que j'ai trouvé, comment je l'ai mappé, et voilà la valeur que j'ai trouvée dedans. Et tout ça en fait, il va me le renvoyer sous un format JSON, mais moi dans mon application j'ai un autre modèle de données. Moi j'ai mon modèle de données structuré avec mes équipes, mes joueurs et compagnie. Donc il va falloir quand même que je parse tout ça. Et du coup, en fait, à chaque fois que je vais lancer mon analyse, je vais devoir parser cette chose-là, et ce qui donne ce genre de code. Donc là, on est très loin de la petite formule Notify Hello World. Okay, donc on a un ensemble de code ici qui va permettre, en fait, qui va aller chercher chacun des champs. Il y a certains champs en plus qui n'étaient pas parsés correctement, donc il faut que j'applique des regex dessus pour aller chercher les bons champs, les redispatcher dans les bons endroits de mes objets, et en plus gérer tous les cas d'erreur. Parce qu'il y a des fois, ils ne trouvent pas des choses, donc il faut aussi que je valide tout ça. Donc on voit quand même qu'il y a des choses pas mal. Donc là-dedans, j'ai des conditions, je crée des collections, je crée des tableaux. Ces tableaux, j'ajoute des colonnes, j'applique comme j'ai dit, des regex, tout ça. Donc là, on est vraiment dans une réflexion de développement. Et tout ça, tout le langage que vous voyez ici, c'est du PowerFX. Donc on est quand même à un certain nombre de lignes, donc c'est bien que ça soit du low-code, on a un peu de complexité. Donc oui, après au niveau de mon interface, si j'ai besoin de changer, si j'ai besoin de rajouter quelque chose, je peux rajouter un label. Voilà, c'est du glisser-déposer. J'ai mes paramètres sur le côté ici où c'est assez facile pour la partie UI UX. Mais toute la logique derrière reste complexe. Un autre exemple aussi
de code ici. Donc là, j'ai si je veux corriger les scores, parce que le modèle IA n'est pas tout le temps correct, donc si je veux corriger les scores, je pouvais la mettre ici. Et à la fin, moi, je veux sauvegarder tout ça en base de données. Et donc là, encore une fois, j'ai toute une tripotée de code ici, parce qu'il y a pas mal de règles fonctionnelles à prendre en compte. Moi, je mets un match. Un match, il a une équipe, l'ASS contre, je ne sais plus, on a joué contre qui? On a joué contre Molsheim là, le week-end dernier. Ça, d'accord, mais il y a deux fois ce match. Enfin, cette équipe, elle joue 2 fois l'une contre l'autre, aller et retour. Ça veut dire que quand je vais saisir mes données, je ne veux pas créer 2 fois l'équipe. Donc il y a toute cette logique aussi de dire, est-ce que je fais de la création ou de l'update? Enfin, il y a cette problématique-là à différents niveaux de mon modèle de données. Et donc tout ça, c'est à moi, développeur, de l'implémenter. Le système, bien que ça soit du low-code, il ne va pas deviner mon modèle de données, il ne va pas deviner les règles fonctionnelles qu'il y a derrière. Donc j'ai besoin de le développer derrière. Pour vous montrer aussi un peu sur Power Automate. Alors je vais Oui, bien sûr. Moi, la pratique à laquelle je m'étais heurté à l'époque, il faut que je me mette à jour, c'était en tant que développeur, est-ce que j'ai une gestion de mon historique, donc comme Git, avec un petit peu des branches, ou aussi revenir en arrière, savoir ce que j'ai fait dans mes versions. Ouais. Ça, c'était un peu le problème. Ouais. Alors, oui et non. Alors ça s'est amélioré. Alors au début, on n'avait pas du tout. Si je peux vous montrer, au début, le seul truc qu'on avait, c'était qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire une modification dans l'application, on a un versionning directement dans la plateforme. Donc lui, il va créer une nouvelle version, mais je ne peux pas forcément y voir le détail. Je peux restaurer une version, mais c'est tout. Là, Microsoft est en train de travailler dessus. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer les versions ici. Tac. Voilà, là j'ai toutes les versions de mon application. Donc si je sais laquelle est live et laquelle n'est pas live. Et si je veux en restaurer une, j'en prends une et je mets restore. Donc là, les problématiques, on peut restaurer que dans 28 jours, il me semble. C'est pour ça que c'est grisé. Donc il y a aussi effectivement, on n'est pas au niveau de ce qu'on ferait en développement pur. Ouais, par exemple, si j'ai la partie code qui monte pas, c'est Ouais. Tu n'as pas la possibilité de dire, tiens, j'ai ça, est-ce que je peux comparer avec la précédente version? Ça, c'est important. Alors, pas nativement dans la plateforme, et c'est là justement où ça devient intéressant aussi du coup d'être développeur, c'est que ces réflexes-là, nous on les a en tant que développeur. Justement, quand on développe des applications et qu'il devient un peu critique, on peut se dire, c'est très bien cette application, mais là il y a des gens qui utilisent, comment je fais de la LM, comment je fais de mon déploiement continu et compagnie. Du coup, tu as un peu anticipé, je reviens sur mes slides du coup. Après, continue Non, c'est intéressant. Du coup, ça revient justement sur le fait, pour rebondir sur la question du début, c'est de dire la Power Platform va s'adresser à énormément de populations. Ceux qui font que des petites choses dans leur coin, qui vont faire des choses simples, ce qu'on appelle les citizen developers, les citizen makers qui n'ont pas besoin qui n'ont pas de compétences techniques. Et l'autre côté du spectre, ceux qui vont faire des choses compliquées, robustes pour une entreprise, avec un certain niveau de qualité, de sécurité, d'intégration, de déploiement et compagnie. Là, c'est l'autre côté. Mais ça, tous ces concepts-là, le développement applicatif, ça passe aussi par là. Oui, c'est un outil low-code, mais je dois quand même effectivement gérer mes versions. Je dois quand même faire attention à mon déploiement. Je dois quand même faire attention à ma sécurité. Et tout ça, c'est le rôle du développeur. Et donc la plateforme va, elle, plus ou moins permettre de faire ça. Et donc on va réutiliser l'ensemble de nos compétences, à la fois pour le développement, mais aussi pour tout ce qui tourne autour du développement de l'application en elle-même. Et notamment, pour revenir du coup sur ton point, c'est que tu as une intégration avec GitHub et avec Azure DevOps, où on va pouvoir faire un simili de ça. Donc on a déjà tout ce qui est déploiement dans la plateforme, on a des notions d'environnement, au sens Power Platform, à ne pas confondre avec les autres choses. Au sens Power Platform, c'est une séparation logique où on va pouvoir faire l'équivalent du dev test prod, par exemple. Qui va permettre aux développeurs de développer en dev, ensuite déployer soit à la main, soit en automatique avec GitHub ou Azure DevOps un package qu'on appelle une solution. Donc on va pouvoir le déployer dans notre environnement Aziz. On va pouvoir dans nos pipelines de déploiement faire d'autres manipulations également. Il y a des outils de test qui sont dans la plateforme, on peut mettre aussi. Donc on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. Changer la configuration à la volée, tout ce genre de choses. On va pouvoir le faire, mais là on n'est plus dans le monde low-code. On reste en développement low-code parce que l'application est low-code, mais tout ce qu'il y a autour, encore une fois, c'est
du standard par rapport à nos développements assez classiques. Voilà, donc en fait, c'est vraiment l'idée de réutiliser toutes ces compétences-là pour pousser nos développements low-code à un niveau de qualité supérieur à ce que la personne lambda ferait. Je crois que tu avais une question. Oui. Du coup, je me demandais, ça s'adresse finalement à pas mal de monde pour répondre à des besoins assez divers. Mais quel est l'état du marché aujourd'hui? Quelle est la demande par rapport à ces technologies? Alors, au niveau de la demande sur ces technologies-là, déjà par rapport au temps que je fais les conférences, déjà vous êtes tous au courant de ce que c'est, donc ça a déjà un gros gap. Parce que pendant un moment, je venais, on me disait, la Power quoi? Tu fais quoi? Donc là, les gens, dans l'état du marché, les clients savent ce que c'est. Ils sont intéressés, ils sont convaincus de l'intérêt. Il n'y a plus besoin de les convaincre sur l'apport que ça va avoir dans leur entreprise. Par contre, il y a toujours encore une marche sur le transformer l'essai. Mais transformer l'essai, moi, chez Sogeti, on le fait au niveau des entreprises. On ne fait pas forcément du projet par projet. C'est vraiment une plateforme de développement, donc nous on amène à une stratégie, une philosophie autour de l'utilisation de la plateforme en elle-même et pas juste on vient juste pour un projet. Alors ça nous arrive en fonction, hein, si la stratégie est déjà en place, on le fait aussi, mais il y a aussi cette idée de voir la plateforme dans son ensemble. Et ça, en France, les demandes sont là, ça prend de plus en plus. La demande en termes de développeurs low-code sur la Power Platform est très basse. Donc si franchement, moi je l'ai fait il y a 3 ans, 4 ans, jamais je reviendrai sur du .NET maintenant. Je suis très bien là où je suis. Comme dit, ma carrière elle a accéléré depuis que je connais cette technologie-là. Il y a encore beaucoup de place sur le marché, beaucoup de place en termes d'opportunités clients, mais aussi en termes d'opportunités pour les développeurs. Parce qu'il y a encore peu de personnes qui l'utilisent et peu de personnes qui l'utilisent à un niveau assez poussé. Elle est là la différence aussi. Faire une application comme n'importe qui le ferait, c'est très bien, mais tout le monde peut le faire. Par contre, pousser la plateforme, être capable de justement mettre en place tout ce qui est CI/CD, comprendre le fondement de la plateforme et comment je peux l'articuler au sein d'une entreprise en passant à l'échelle avec le nombre d'utilisateurs, ça c'est une toute autre problématique. Donc il y a des besoins, sur le rôle que moi j'ai par exemple, très souvent je discute avec les clients pour définir leur stratégie, donc il y a toute une notion de conseil basé sur mon expérience de la plateforme, je sais ce qu'on peut faire avec, je sais ce qu'on ne peut pas faire avec, je sais à quoi il faut faire attention quand on la met en place, donc je vais orienter les clients à se poser des questions sur cette partie-là et après voir avec eux pour définir une stratégie de gouvernance pour utiliser au mieux cette plateforme-là. Et une fois que cette stratégie-là, qui est assez conceptuelle, est définie, il faut l'implémenter. C'est bien beau de dire que n'importe qui dans l'entreprise doit être capable de créer une Power Apps, mais il faut leur donner les moyens. À la fois en termes d'infrastructure, alors je dis infrastructure entre guillemets parce qu'on est sur du PaaS, SaaS en fonction de là où vous vous mettez, mais il y a quand même des environnements à approvisionner, il y a quand même des règles de sécurité à mettre en place, donc il y a quand même un peu de gestion. Il y a du cleaning à faire, parce qu'il y a des gens qui créent des Power Apps et qui les laissent traîner. C'est du cloud, hein. Les gens ne se posent pas la question, hein. Je l'ai créé, ça traîne, je ne sais pas où c'est pas grave, je ne le vois pas. Mais ça prend quand même de la place pour l'entreprise. C'est un coût derrière tout ça. Donc il y a toutes ces notions-là, il y a des notions différentes qui viennent dans la partie gouvernance. Et même dans la réalisation d'applications pures et dures, on va avoir de plus en plus de projets qui vont être un peu hybrides. Une partie de low-code qui va me permettre d'avoir des interfaces, des applications, des applicatifs low-code très rapidement et s'appuyer derrière sur le reste de la stack Azure, notamment pour aller faire les parties qui sont plus complexes. Aller m'interfacer avec des systèmes bien plus complexes, avec tout ce qu'on a ici. L'idée, c'est de vraiment, encore une fois, en tant que développeur, considérer le low-code juste comme un outil de plus qui va vous simplifier la vie. Vous cherchez des frameworks à droite à gauche pour éviter de faire certaines fonctionnalités. C'est pareil avec le low-code. Vous avez une interface, une appli mobile à développer. Regardez, faites-la en low-code et peut-être que derrière, toute la logique métier, vous la mettez dans Azure. Et dans ce cas-là, ça tourne. Dans une perspective justement de coût, en gros, l'économie qu'on fait sur le salaire pour développeur, ça justifie à peu près l'investissement dans le développeur ou en quelle proportion? Pour moi, il n'y a pas de différence entre le low développeur et le vrai développeur. Parce que on peut faire très bien ça en code, tout au travers de Visual Studio sans utiliser toute la suite Oui. pour quelque chose. Et à ce moment-là, au niveau de fonctionnement, est-ce que ça serait moins coûteux
coûteux de faire fonctionner sous forme d'application monolithique avec du code ou avec Power Apps? Alors, il n'y a pas de règle magique. Là où on va gagner du temps et du coup de l'argent avec la Power Platform, c'est notamment sur le temps de développement. Aujourd'hui, Donc le nombre d'heures de développement. exactement. Et rien que sur ça, Suffisamment cher et qui peut suffisamment justifier, on va dire, l'investissement low code par rapport. et il y a aussi sur le fait que c'est une plateforme de développement, donc il y a aussi la stratégie au niveau de la plateforme complète. C'est-à-dire que voir la plateforme juste par un use case, forcément le ROI ne sera pas top. Par contre, voir l'avantage que toute la plateforme peut dégager à l'entreprise, c'est autre chose. Permettre à n'importe qui sur le terrain de pouvoir créer son application pour pouvoir être plus productif, c'est notamment grâce à la Power Platform que ça devient faisable. C'est l'automatisation des développeurs. C'est l'automatisation des développeurs, mais ça permet aussi aux développeurs à un niveau plus élevé d'accélérer aussi dans leurs tâches du quotidien. Et donc là, on gagne aussi en termes de temps de développement pour les sujets plus complexes. Donc on voit des applications qui tournaient sur SharePoint qui nécessitaient énormément de développeurs à maintenir et que maintenant on peut remplacer facilement par Power Apps. Exactement. Là, il y a un retour sur investissement qui est flagrant. Exactement. Et en plus, tu peux reskiller tes développeurs SharePoint pour qu'ils puissent reprendre la Power Platform aussi, parce qu'il y a des gaps. Comment? Les envoyer travailler sur ChatGPT. Alors, pour la petite histoire, j'ai demandé à ChatGPT de générer du PowerFX. Ça marche plus ou moins. C'est pas encore ça. Il faut vraiment insister sur le fait que ça soit encore automatique. Il faut insister, mais après je pense que ça viendra. Après, les données sont assez vieilles. La plateforme de ChatGPT s'arrête en 2021. La plateforme évolue à un rythme infernal depuis des années, donc forcément il n'est pas à jour. Mais ça reste quand même une aide sur pas mal de sujets. Moi je l'utilise pour beaucoup de choses, ChatGPT dans la Power Platform. On va vraiment avoir du conversatif développement, c'est-à-dire tout simplement de faire un prompt et ChatGPT et OpenAI va générer le Power App. C'est déjà le cas. C'est notamment Copilot. Oui, mais c'est pas autant. Si, c'est en preview. Ouais, on peut dire oui. Bon, Alors moi j'y ai accès, j'ai testé. et alors, on a encore un niveau dessus. Alors effectivement, par contre, c'est typiquement le genre d'outils qui sont pour les citizens. C'est pas pour les pro devs. Ce genre d'outil va jamais te faire alors, en tout cas, jamais. Ça avance tellement vite que voilà. Mais aujourd'hui, même s'il y a cette révolution qui est en marche avec l'IA, qui est très intéressante et qui permet d'accélérer très bien, il y a quand même des limites à ces outils-là. Tu peux lui dire, actuellement, quand on utilise Copilot avec Power Apps pour créer une application notamment, tu lui dis ce que tu veux faire. Moi, j'ai testé sur la création d'une application d'accueil de visiteurs. Donc c'est très bien, il crée une table. Je lui dis ce que je veux, il crée la table avec certaines colonnes et à côté, tu lui dis ah bah non, change-moi cette colonne, mets-moi rajoute ça et tout, et il te le fait. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, après, dès que tu veux rajouter une autre table, tu peux plus. Il faut que tu reprennes la main. Donc en fait, actuellement, dans l'implémentation de Copilot sur Power Apps, on va avoir un gain de temps effectivement sur les premières étapes de la création d'applications, mais après, il faut que tu reprennes la main. Donc il faut que tu saches comment tu peux aller plus loin. Et il y aura toujours ce besoin-là, même avec l'automatisation, il y aura toujours ce besoin-là de connaître les fondements de la plateforme et correctement l'appliquer à un niveau technique assez poussé. Là, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce n'est pas le commun des développeurs qui fait ça non plus. Donc dans la Power Platform, ça va être la même chose. On va avoir besoin de compétences de développeurs Power Platform, de développeurs low-code, qui connaissent très bien à la fois la Power Platform et tout ce qui se fait autour pour pouvoir en tirer le meilleur. Et pour pouvoir accompagner les personnes qui, elles, ont moins ces compétences techniques-là et du coup vont utiliser des outils comme Copilot et compagnie pour simplifier la vie. Et en fait, il faudra toujours, actuellement, il faut toujours quelqu'un pour valider ce que l'outil fait et pousser ce que l'outil fait plus loin. Là-dessus, en tout cas sur les prochaines années, on en a encore besoin pendant un temps. Je ne sais pas jusqu'à quand ça restera, mais en tout cas actuellement, ChatGPT ne révolutionne pas complètement non plus la création, enfin Copilot ne révolutionne pas complètement la création d'applications Power Apps. C'est un très bon starter pour beaucoup de choses. C'est un très bon outil pour accélérer, à la fois pour les app makers, mais à la fois pour les devs qui, au bout d'un moment, il y a des choses qu'on veut faire très rapidement, c'est très pratique. Ça, encore une fois, ça nous libère du temps pour nous concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Ça va créer sûrement un gap effectivement entre ceux qui savent très bien et ceux qui font que appliquer les choses. Mais si vous êtes là, en général, c'est que vous êtes plus sur intéressé et passionné par la techno et donc plus apte à aller en profondeur sur ces outils-là. Oui. Je voulais rajouter par rapport à la conversation, c'est que en fait, moi je vois surtout la solution de Power Platform comme aussi un moyen de lutter contre Shadow IT. Exactement. Parce que souvent les entreprises
les acteurs métiers disent ok, ouais, mais s'il faut que je rentre dans un développement avec une équipe projet qui va développer ma application, alors que moi j'ai juste besoin de faire un petit truc simple dans mon entreprise, laissez tomber, je vais faire mon petit bout de code. Mon Excel, mon VBA, compagnie. Et là, on commence à perdre en fait, la connaissance du patrimoine applicatif de l'entreprise. Parce qu'elle se retrouve déportée dans des applications tierces qui ne sont pas maîtrisées par la DSI. Ouais. Et donc là, le fait de dire, bon les gars, on vous met à disposition, vous n'êtes pas des experts de développement, mais on vous met à disposition une plateforme qui vous permet déjà de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, de faire rapidement une application pour vos besoins métiers rapidement. C'est déjà quelque chose où on reprend un peu le contrôle sur le patrimoine applicatif de l'entreprise. Et puis l'autre aspect aussi qui est intéressant sur la Power Platform, je le vois aussi comme l'opportunité de pouvoir poker des choses qu'on pourrait faire en pro-code. Exactement. C'est typiquement l'approche qui m'avait été vendue. Je vous ai parlé au début que dans mon parcours, j'avais une opportunité avec mon client. Sa vision, c'était ça. C'est de dire, aujourd'hui, on a des applications qui coûtent trop cher à développer parce que ça prend du temps et que le ROI du use case est trop petit. Avec la Power Platform, on fait une application. Moi, je fais des démos d'applications en 15 minutes. Alors bien sûr, je la connais sur le bout des doigts, mais on peut faire des développements en 2, 3 jours, une semaine, là où avant on ne pouvait pas. Et donc forcément, on peut s'adresser maintenant à des use cases qui sont plus petits. On va pouvoir prototyper un certain nombre de choses, l'éprouver, l'adopter, vérifier, enfin plutôt que l'adopter, vérifier l'adoption de ce use case-là et se dire, tiens, là il y a un vrai use case qui fonctionne très bien et assesser à un certain moment de est-ce que la Power Platform, on continue avec parce qu'on peut faire des choses qui sont très scalables avec la Power Platform ou est-ce qu'on va sur quelque chose de plus custom. Donc c'est une vision effectivement et cette vision-là que tu partages et même sur la partie Shadow IT, c'est vraiment une vision d'entreprise, une vision de plateforme. On n'est plus sur du use case, on est vraiment sur la vision de la plateforme, quel est l'avantage au global de la plateforme pour l'entreprise. Et le Shadow IT, grâce à la Power Platform, on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent et nous en tant qu'administrateurs, au bout d'un moment, si on veut y mettre le nez, on peut mettre le nez dedans. Alors qu'un fichier Excel qui traîne sur le bureau de quelqu'un, ça on ne peut pas. Ouais, ça dépend s'ils documentent effectivement leur flow qu'ils créent dans l'outil Power. Sinon, on tombe à du développement sauvage avec chacun va développer, même la secrétaire avec le copilote va développer son Power, son flow. Ouais, mais ça sera visible, contrairement à un fichier Excel. Ouais. Déjà, c'est le premier point, c'est visible. Donc ça, c'est un gros avantage. On peut récupérer l'ownership, on peut le cadrer, c'est-à-dire qu'avant, alors pour donner un exemple très concret, chez mon client, on a découvert grâce à la Power Platform quelqu'un qui avait développé dans son fichier Excel des scripts VBA pour se connecter à SAP. Absolument contre toutes les règles de sécurité de l'entreprise, il est déconnecté en direct, tout ce qu'il ne faut pas, sauf que lui ça marche. Il est content. Lui, il est content, il a fait son truc, ça fonctionne bien. On a poussé la Power Platform, on disait regardez c'est bien, on vous forme, allez-y, allez bosser dessus. Il a essayé de faire ça dessus, on a été alerté tout de suite et on a pu tout de suite du coup l'accompagner pour lui dire ce use case là s'il est intéressant pour toi, viens on travaille ensemble, on voit comment on t'oriente pour que tu puisses le faire dans les règles de l'art. Alors effectivement, là jusqu'à présent on parlait que vraiment de développeur low-code, donc il y a le côté développeur sur je crée des applications, mais sur la plateforme là il va avoir tout un nouveau rôle qui va être aussi d'administration et de gouvernance de la plateforme et qui va nécessiter des compétences de développeur, entre autres. Mais du coup on déborde, le rôle change un peu, on n'est pas juste dans de la création d'applications. Là je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. Par rapport au même sujet justement, c'est un peu la suite, du coup sur la gestion de changement. Effectivement, quand le monsieur on va développer son précieux fichier Excel, il peut tout faire, il est automatiser et tout ça. Comment on fait cette gestion de changement pour... Ça rentre dans les rôles et responsabilités de l'équipe qui va être en charge de la Power Platform, de à la fois assesser ce qui existe, vérifier ce qui existe, ce qui est aligné, mais aussi de proposer des opportunités, des alternatives et accompagner les gens sur l'alternative. Et donc ça rentre dans cette gestion de changement. Il va avoir la gestion d'un tas d'outils qui va permettre de monitorer la plateforme, voir ce qui s'y passe et après d'aller discuter avec les gens, de promouvoir certains use cases qui ont été créés à certains endroits de l'entreprise qui peuvent bénéficier à l'autre côté de l'entreprise. Comment je fais en sorte d'éviter de redévelopper le truc, voilà ce genre de choses. Et là on va avoir l'équipe qu'on appelle l'équipe du centre d'excellence qui va un peu chapeauter tout ça,
mettre en place les process qu'il faut bien pour faire que ça tourne au niveau de l'entreprise et gérer cette conduite de changement. Et aussi, ils vont avoir la possibilité aussi, pour continuer sur la question d'avant, de dire là, on a découvert que votre application là, elle tourne très très bien parce qu'on voit les stats d'utilisation, on sait combien il y a d'utilisateurs, on sait combien il y a de sessions sur le truc. Du coup, on va dire venez, on discute, dites-nous ce que vous avez fait et après, encore une fois, on travaille avec eux pour le rendre plus compliant, plus secure, parce que c'est quelque chose ça a été démontré que ça fonctionne pour l'entreprise parce que les stats sont là. L'application est très largement utilisée, il y a beaucoup d'utilisateurs tous les jours, donc peut-être que cette application-là, il faut mettre un focus pour la sécuriser. Et ça, on peut grâce notamment à la visibilité que donne la Power Platform. Après, la Power Platform, ça reste un outil, il y a tout un tas de processus, d'humains à mettre autour pour que ça tourne correctement. Mais là, encore une fois, on s'éloigne de développeurs low-code, mais ça reste des métiers qui viennent autour de la gestion des plateformes low-code comme la Power Platform. Et c'est complètement mon rôle de tous les jours. D'autres questions? Du coup, j'espère vous avoir convaincu, du coup, si vous ne l'étiez pas déjà. La conclusion, je pense que vous le saviez depuis le début, hein. Pour moi, c'est l'avenir. C'est même l'avenir déjà présent. Hein. C'est l'avenir vraiment très, très proche. Tu avais encore une question, il me semble. Oui, une question, c'était par rapport au Microsoft Metaverse. Ça coûte moins cher de stocker des données dans le Metaverse ou de stocker des données ailleurs que dans le Metaverse? Alors, c'est dans le Dataverse. Alors, je ne suis pas rentré dans le licensing, hein, c'est du produit Microsoft, forcément il y a des licensing partout. Mais en tout cas, si tu compares du Dataverse avec du SQL ou tout ce qui est dans Azure, c'est le même coût. En termes de licence pure côté Power Platform. Alors, quand c'est statique, c'est peut-être mieux Dataverse que SQL. De toute façon, au final, derrière Dataverse, c'est du SQL. Ouais, mais justement, c'est sauf une méthode de facturation, parce que j'ai l'impression que... Par contre, ce n'est pas la même méthode de facturation. Dataverse a l'avantage d'être complètement intégré dans la Power Platform. Ça veut dire que quand vous avez une licence, sans rentrer trop dans le détail, mais il y a une licence premium pour utiliser le Dataverse. Quand vous avez cette licence-là, vous payez juste la licence, vous avez une capacité de stockage et vous l'utilisez comme vous voulez, il n'y a pas d'autre surcoût. Si par contre, tu veux utiliser la Power Platform pour te connecter à un autre service, quel que soit l'autre service, si ce service-là propose un licensing qui lui est propre, ça vous en dégage pas, que ça soit un produit Microsoft ou non. C'est-à-dire que si je veux aller me connecter avec une base de données Oracle, eh ben, il faut que je paye le coût de la base de données Oracle. Parce que ça, c'est propre au service que je utilise. L'espace dans le Dataverse et dans SQL, on va payer non seulement l'espace, mais aussi les opérations de read. Il y a effectivement ce genre de choses à prendre en considération. Après, on rentre dans du FinOps, mais il y a effectivement ce point à prendre en compte. C'est sûr que si on fait tout avec du Power Platform, si c'est pour mettre une base de données SQL derrière, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, moi personnellement, ça sera beaucoup plus simple avec le Dataverse, c'est beaucoup mieux intégré. Moi, je préconiserais le Dataverse. La ChatGPT, c'est de dire que les données sont dans le Dataverse, sont statiques. Et là, c'est plus de mémoire de la même SQL. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en plus, Dataverse est en train de... je pense qu'il y a des choses qui arrivent en plus sur l'archivage de données. Attention sur la réponse ChatGPT parce que c'est une IA générative, donc quand il ne sait pas, il a généré la réponse. Des fois, il y a un mensonge. Des fois, il y a un mensonge. Il faut juste vérifier. Il ne faut pas prendre ça forcément exactement pour la réponse. Enfin, sur des questions techniques très précises, le principe, c'est qu'il va... Pour la petite anecdote, avec des collègues, on a réussi à dire à ChatGPT que Strasbourg avait gagné la Coupe des Champions. La Ligue des Champions. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour l'apéro. Je crois qu'on est arrivé. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, très bien. Merci en tout cas pour toutes vos questions. Si jamais vous voulez tester vous-même, si vous avez un compte d'entreprise, il y a un Power Apps développeur plan qui vous permet de tester facilement dedans. Et voilà, encore merci. Puis je reste à disposition si vous voulez continuer les discussions, les échanges. Voilà. Merci à tous.